Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Céline Cossard. Bonjour chers auditorices, bienvenue à Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Aujourd'hui, nous parlons contes et musique. C'est vrai que ces deux-là se connaissent depuis longtemps, depuis la nuit des temps même. On dit qu'en ce temps-là, contes et musique étaient inséparables. Il paraît que les premiers mythes se sont transmis grâce à la musique. Ils étaient scandés, chantés et faisaient lien en direct avec les dieux. Cela donnait une force plus intense au récit et permettait aussi certainement de l'assimiler, de l'apprendre plus facilement. Il faut dire que contes et musique se ressemblent. Ils se ressemblent tellement qu'on pourrait les croire frères et sœurs. Le conte, comme la musique, joue avec le rythme. Accélération, décélération, long voyage et 1, 2, 3 actions et suspension. Le conte joue aussi avec les sons. Répétition, répétition, répétition. Petit son, tac, tac, pouf, vrrr. Et puis, ça rime entre les mots, ça sublime le propos, ça imprime dans le ciboulot. Mais la musique, elle aussi raconte une histoire, avec des émotions, des passages, des voyages, des rencontres, des emballements, des combats, des apaisements. Alors, évidemment que le conte aime la musique, qui le lui rend bien. Évidemment que musique et conte cheminent ensemble, se regardent, se séparent, se retrouvent et s'enrichissent de leur rencontre. Alors, évidemment que je reçois pour en parler un conteur-musicien. Musicien-conteur. Ou musiteur conscient. Bon, enfin bref. En tout cas, il raconte des histoires en paroles et en musique. C'est Laurent Carudel. Bonjour Laurent. Bonjour Céline. Bienvenue. Merci. Alors déjà, évidemment, ma première question. Conteur, musicien, conteur, comment on dit ? Conteur-musicien, on va dire. J'ai commencé par la musique, on en reparlera peut-être juste après. Ouais. Mais effectivement, ça fait une 20aine d'années maintenant que je suis conteur et que la musique accompagne mes créations. Mais du coup, je suis plutôt aujourd'hui conteur, musicien. Ok. Alors, quelle a été ta première rencontre avec la musique ? La première rencontre avec la musique, ça a été les doigts sur les touches noires et blanches d'un piano. Oh. En primaire. En primaire ? Ouais. Et puis l'aventure a continué après avec des touches blanches nacrées d'un saxophone alto au conservatoire de Nantes. D'accord. Pendant les classes horaires aménagées. Tu sais, les classes CHAM, classe horaires aménagées, musique. T'avais quel âge à ce moment-là ? En 6e, 18 ans. Oui, c'était en 6e, d'accord. Non, effectivement, je suis rentré, c'était au collège exactement. Je suis rentré dans cette formation un peu plus tard que les autres, c'est-à-dire en 5e, le déclic m'a pris. Et donc, j'ai fait de la 5e jusqu'à la 3e une formation. Donc, c'était les 5e A, 4e A, 3e A, qui étaient les classes horaires aménagées musique, où on avait à la fois des musiciens, des danseurs, des chanteurs. D'accord. Voilà. Et donc, ça a été un premier parcours un peu intense dans la musique. Oui. Enfin, un premier apprentissage, on va dire, intense. Et après, par la suite ? Sorti de cette formation très axée musique, eh bien, en fait, je suis retombé dans une formation plus classique scientifique. D'accord. Donc, seconde traditionnelle, première S, et puis un petit terminal C, et j'ai même fait une maths sup techno. D'accord. Et là, le déclic, non, c'est pas pour moi. Les maths et la musique, on dit que souvent, ça fonctionne bien ensemble, mais oui, il y a de l'artistique ou pas, quoi. Oui, c'est ça. Et je me suis rendu compte que j'étais pas... Enfin, ça m'intéressait beaucoup. Et comme tu le dis assez justement, Céline, il y a des liens très rythmiques, mathématiques, voilà, comment dire, de séparation, de décomposition du temps. Alors, voilà, Et en fait, pendant cette formation au lycée, j'ai changé d'instrument. D'accord. Parce que comme tout musicien qui se respecte, eh bien, l'idée c'est d'avoir un groupe. Et donc dans le groupe, il y avait un batteur, il y avait un guitariste et un sax.
Ah, oui. Et là, on se dit, bon, il manque un élément qui est, sans doute, tu dois le deviner, dans la formation, guitare, batterie et... Justement, il nous manque de la basse. Exactement. Du coup, un jour, bon groupe de rock, quoi. Je rentre dans un magasin et j'en ressors avec une basse qui n'était pas mon instrument. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon instrument qui est devenu mon instrument professionnel par la suite. Donc j'ai commencé comme plein de gens en France de faire des reprises, de jouer dans du cafcons. Et puis l'idée cheminant petit à petit de dire est-ce que ce truc-là qui est une passion peut devenir un peu plus qu'une passion. Et tu sais, parfois il y a des phrases qui nous marquent, ou en tout cas des phrases qu'on est capable d'entendre à un moment précis de sa vie. Et je me souviens de cette phrase-là d'un contrebassiste après un concert au Pic Époque, d'ailleurs, un cafcons qui n'existe plus, je pense, sur Nantes aujourd'hui. Et c'était un groupe professionnel et nous, on faisait la première partie. Et le contrebassiste, à la fin, dit ça marche bien, tu joues bien, je pense que tu trouveras du travail sans problème. Et à ce moment-là, j'étais prêt à entendre cette phrase-là. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, tu t'es lancé en tant que musicien professionnel. Exactement. Et ça a duré combien de temps ? Une dizaine d'années. D'accord. Et, puisqu'on parle de musique, mais évidemment, on parle de conte. Et donc, je vais en arriver là. Et à un moment, tu as croisé tu as croisé le conte. Oui. J'ai même croisé plutôt la route d'un conteur, on va dire. Oui, je voulais pas aller... Je préfère que ce soit toi qui dis. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'était que cette rencontre et qui a quand même changé ta vie professionnelle, en tout cas. Oui, effectivement. Ça démarre par quelque chose d'assez peu incroyable et juste une petite annonce, on cherche du travail et puis d'un coup, on voit une annonce où c'est écrit « Conteur cherche musicien pour spectacle ». Et moi, je ne suis pas baigné dans l'univers du conte comme certains conteurs ou conteuses. Et j'ai appelé et je suis tombé sur un gars qui est un Vendéen qui s'appelle Jérôme Aubineau, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est passé à Dig Radio aussi avec toi, Céline. Et moi, je m'attendais à un vieux gars barbu qui a une peau de laine de mouton sur lui. La belle image du conteur. Et quand j'ai ouvert la porte de mon petit appartement sur Nantes, j'ai vu un gars qui avait le même âge que moi et qui m'a dit, écoute, le plus simple, tu connais pas les contes, c'est que je te raconte une histoire. Et le voilà dans notre salon, dans mon petit salon, en train de commencer à raconter de façon assez moderne des contes. Et je me suis dit, ça c'est super ça. Et donc voilà on va dire ma première rencontre, ma belle rencontre avec le monde du conte. Et Jérôme Aubineau, donc, que tu as accompagné pendant pas mal d'années dans ces spectacles. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. On est parti en tournée un peu partout en France, en Suisse. Ouais, donc ça a été une belle aventure. Ouais, super. Ouais. Et cette aventure, peut-être que c'est cette aventure qui t'a donné l'envie de commencer à raconter tes propres histoires, toi. Exactement. En fait, c'est... J'ai fait plein de musique dans ma carrière musicale, j'ai même été joué en Allemagne. J'ai failli faire une carrière nationale en Allemagne parce qu'il y avait un groupe qui m'avait appelé et c'était en partenariat avec une grosse émission de télévision à l'époque. Je ne sais pas si je peux le dire, mais vous savez ce qu'on appelait le Big Brother en Allemagne et donc qu'on s'appelait Love Story en France. En Allemagne, ils sortaient un nouveau groupe à chaque saison. Et ils profitaient de ce lancement de cette télé-réalité pour lancer un groupe au niveau national. Et donc, ils vendaient forcément des milliers de disques et ils faisaient des tournées. Voilà. Et sur un des spectacles que j'avais fait sur un festival en Allemagne, il y a ce groupe-là qui m'avait repéré en tant que bassiste et qui m'a appelé alors que j'habitais sur la Côte d'Azur à l'époque et qui m'a dit écoute, nous, notre bassiste n'a pas le niveau. Est-ce que ça te dirait de venir tenter l'aventure ? Ça aurait été drôle. Ah ouais. J'imagine. C'est ça. Et malheureusement, c'était la compétition. On sait bien comment ça se passe dans ces moments-là. La compétition entre le studio et la maison de production Endemol, que peut-être certains connaissent, qui portait le groupe dans lequel j'étais, et l'émission de télévision qui avait proposé son propre groupe. Et donc, c'était la compétition entre ces deux groupes-là. Et malheureusement, ou heureusement du coup, je dirais plutôt heureusement, c'est voilà. ça. C'est pas ton groupe qui a gagné. Non. Et donc, pour en revenir à ma question, donc tu as eu envie de raconter
tes histoires. C'est ça. Et donc, je suis passé par plein de styles musicaux et j'ai fini par faire pas mal de musique brésilienne sur la Côte d'Azur, ce qui était vraiment chouette, avec des musiciens incroyables. Mais à un moment donné, on était sur plutôt des reprises de cette musique brésilienne et j'ai eu envie de revenir à la création, ce que je faisais un peu dans l'Ouest avec mon groupe. Et à ce moment-là, je me cherchais un peu et avec Jérôme, on est restés vraiment proches et amis. Et puis il m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de raconter des choses en même temps, de faire un mélange? Et j'ai osé tenter l'aventure, c'était en 2005. D'accord. Et tu n'as jamais quitté cette aventure? Non, exactement. Et du coup, la plupart du temps, tu racontes avec de la musique. On peut dire que c'est quand même assez lié chez toi, ces deux métiers-là restent liés. Oui, la musique, ça fait vraiment partie de mon ADN. Donc, quand je le peux, je crée toujours avec de la musique. Et d'ailleurs, on va dire depuis maintenant 10 ans, mes trois, on va dire, mes 3 gros spectacles. Les 3 derniers se sont faits avec des musiciens baroques, peut-être qu'on en reparlera. Oui, je voulais en parler. Mais justement. Voilà, où effectivement, la musique et le conte sont très liés et l'histoire est très liée. Oui, donc tu parles de tes 3 dernières créations. Donc il y a Cactus, La rue sans tambour et Un petit pas pour l'homme. Tout à fait. Tout à fait. Et donc ce sont des spectacles que tu as écrits et dans lesquels tu es entouré par des musiciens baroques. Oui, exactement. Et c'est quelque chose qui est vraiment très atypique. Mm-hmm. Alors même si le conte et la musique, on sait que ça communique bien ensemble, mais le conte et la musique baroque, comme ça on se dit c'est bizarre. Alors pourquoi toi tu as eu... et finalement en voyant tes spectacles, on sent que ça fonctionne. Donc pourquoi et comment tu as eu cette intuition, cette idée-là ? C'est encore une histoire de rencontre. Je pense que ma vie, elle est faite de ça. Si je raconte des trucs, c'est aussi parce que j'aime l'oralité et la rencontre avec les autres. Petite anecdote aussi sur le fait de raconter, parce que quand on est musicien et qu'on passe au conte, on a parfois ce sentiment d'illégitimité de dire « Ah, mais pourquoi ce musicien raconte des choses ?» Et pendant ma carrière de musicien, j'écrivais un petit peu aussi. C'est-à-dire que je faisais des poèmes pendant mon adolescence. Donc, voilà, ça l'écriture était déjà là. C'est ça. Et donc, une rencontre, je chante dans un chœur à Nantes. Enfin, je chantonne dans un chœur à Nantes. Et puis, à la fin d'un des cours de technique vocale, il y a un professionnel qui était venu nous donner des cours, qui s'appelle Bruno Lelevreur, un contre-ténor nantais assez connu. Et il me dit, tu fais quoi comme métier ? Et je lui dis, je suis conteur. Il me dit, pas comptable ? Et en fait, on sympathise, on a le même âge. Et puis, ce qu'il ne savait pas, c'est que lors de répétition avec ce chœur, un week-end de répétition, j'avais vu un de ses spectacles filmé, mais une de ses nouvelles créations qu'il faisait un petit peu en solo, parce que Bruno Lelevreur, il joue avec des grands ensembles baroques. Pour ceux qui connaissent, c'est les Arts Florissants, le poème harmonique. Il joue un peu partout dans le monde. Et donc là, j'avais vu ce qu'il avait créé sur Nantes en petit comité, et j'avais dit, mais la musique, c'est juste incroyable. Mais par contre, qui a écrit l'histoire ? Et il m'a dit, et du coup, sans le savoir, il me dit, ah mais tu sais pas Laurent, je suis en train de créer un spectacle pour du jeune public, Nantes, la ville de Nantes est intéressée, mais on m'a dit que la musique était super, mais par contre, on m'a demandé qui avait écrit l'histoire. Et Bruno me dit, c'est moi. Et je dis, ah bon, ok. Et donc, partant de là, il me demande si je peux l'aider. Et je lui dis, écoute, pourquoi pas, le projet m'intéresse, mais t'aider, c'est compliqué par rapport à l'histoire que tu es en train de développer, mais je trouve ça super. Est-ce que ça te dit qu'on remette tout à plat et qu'on reparte à zéro, et je vais te raconter 2-3 histoires de mon écriture, et tu vas me dire si ça te cause ou pas. Et l'aventure était partie. Et jusqu'à donc ce dernier spectacle, Un petit pas pour l'homme, alors qu'il y a un titre un peu intriguant. Enfin, on visualise, on sent des choses, mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce spectacle ? Puisque c'est le dernier que tu as créé et que je crois que tu y as mis beaucoup de toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette histoire et où est le spectacle aussi ?
Donc un petit pas pour l'homme, je reste avec les musiciens du canal historique, on va dire, de l'aventure Cactus, où Cactus, on était quand même 8 sur scène. Il y avait contre-ténor, 2 solistes, il y avait une soprane, consort de flûte, théorbe, viole de gambe. Et donc là, sur cette formule, on n'est plus que 3, on est en version réduite, on se connaît bien, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Et l'idée qui me trotte dans la tête, c'est que y a un sujet qui me touche en tant qu'humain, en tant que père, en tant que citoyen, c'est notre rapport au monde et ce qu'on en fait. Et quel chemin est en train de prendre l'humanité par rapport à ça. Donc j'écoute beaucoup de choses, des collapsologues, des journalistes, je lis, je me renseigne. L'aspect énergétique aussi, notre société qui est tout basée sur les énergies fossiles. Enfin voilà, tout ça me passionne. Peut-être c'est le côté scientifique qui ressort pour le coup de ma formation. Et du coup, je me dis, et ça me touche, ça me bouleverse vraiment. C'est compliqué. Enfin, tous ceux qui sont un peu passés par cette phase de prise de conscience de notre état du monde et sur quoi il s'appuie, ça déséquilibre pas mal. Et après, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu fais de ça ? Soit tu pleures dans ta chambre, soit ça te sert, c'est une énergie nouvelle du coup qui te sert pour en faire quelque chose. Et moi, je me suis dit, je suis conteur. Pourquoi pas raconter des trucs autour de ça ? Mais c'est un sujet qui est lourd. Donc l'idée, c'est de pas plomber. Enfin, voilà, j'étais pas là pour être ni moraliste, ni plomber l'ambiance. C'était pour en faire quelque chose de différent. Et c'est là où j'ai commencé l'écriture d'un petit pas pour l'homme. Oui. Et qui raconte quoi, en gros ? En gros, c'est comme une fable écologique. C'est traité sous la manière d'un conte, plutôt avec humour. Et pour essayer de résumer l'histoire, alors c'est en 2 phases. On va dire qu'il y a un préambule à la préhistoire où on suit une certaine Lucie qui avance, qui on va dire est devant toute une tribu qui marche depuis 7 millions d'années, qui représente une petite humanité, une tribu qui représente l'humanité. Sauf que derrière, il y a un gars qui s'appelle Francis et lui, il aimerait bien faire une pause. 7 millions d'années à marcher, à un moment donné, il faut se poser. Et du coup, il décide de s'arrêter et c'est la sédentarité de l'humanité. Et là, on passe très vite l'évolution des siècles et on tombe dans la plus grosse mégapole du monde et on arrive au dernier étage de la plus haute tour du monde. C'était avant Trump, je précise. Je ne sais pas si j'étais visionnaire à l'époque, mais... Et donc, ce gars-là, en haut de cette tour incroyable, est un businessman incroyable. Et il a un fils. Et dans leur famille, à 16 ans, tu deviens un homme. Et pour devenir un homme, il faut conquérir le monde. Et tout part de cette relation entre un père qui représente, à mon sens, l'ancien monde, et le fils qui a envie de comme tout le monde, un petit peu de ressembler à ses parents, au moins au départ. Et le pauvre gars, ça va pas marcher comme il aimerait. Et du coup, ces échecs, en fait, vont être une force pour découvrir autre chose et peut-être penser à un autre chemin possible pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Et la musique baroque là-dedans ? Eh bien, la musique baroque, elle poursuit son chemin, le travail qu'on fait avec Bruno Lelevreur et Julie Dessin, du coup, qui est la violiste de l'équipe et qui chante aussi. Cette musique, elle est juste incroyable, elle est vivante comme jamais et on essaye humblement de la dépoussiérer, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de dépoussiérer l'image qu'elle peut avoir auprès des gens qui ne connaissent pas cette musique et auprès du jeune public aussi. Et nous, on est toujours heureux quand les gens nous disent « Mais cette musique-là, on la trouve sur Internet ». Et effectivement, on peut la trouver sur Internet. Mais parce qu'elle a cette puissance... Elle est vivante parce qu'elle transmet comme émotion. Oui. Je disais en préambule qu'il y avait des liens justement entre conte et musique. Peut-être que toi qui baignes encore plus, beaucoup plus que moi là-dedans, tu peux trouver d'autres liens, d'autres forces de l'utilité d'unir ces deux disciplines artistiques.
Pour moi, c'est une écriture. Il y a 3 écritures, à mon sens, dans le spectacle. Enfin, il y en a même presque plus, mais il y a le récit, la musique et la lumière. Et c'est 3 histoires qui s'entremêlent, à mon sens. Et quand je crée, c'est vrai que j'ai tendance à réfléchir aux 3 en même temps. Et évidemment que la musique, elle transporte des émotions aussi fortes que les mots. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est cette proximité entre le conte et la parole contée et la musique, c'est-à-dire que la musique et le conte nous donnent des éléments d'imaginaire et après on en fait ce qu'on veut. Et c'est très personnel en fait. On se dit souvent dans le monde du conte, tu me diras Céline, mais qu'il y a autant d'histoires que de spectateurs dans la salle. Et en musique, c'est évident qu'avec la musique, souvent, on a des images, on part en voyage. Et donc je trouve que ces 2 arts se complètent parfaitement. Oui, c'est vrai. Et souvent, justement, donc, dans tes spectacles, tu es avec des musiciens. Ça t'arrive d'être seul aussi sur scène ? Oui, j'ai aussi d'autres spectacles où je suis en solo. D'accord. Et donc là, j'alterne à la fois des contes sans musique aussi, et puis des contes avec de la musique, avec une guitare. Alors, qui n'est pas du coup, tu l'as compris, mon instrument au départ de prédilection, parce que c'était la basse électrique que j'ai travaillé pendant 10 ans. Mais là, j'essaye humblement de faire gling-gling avec la guitare sur certaines de mes histoires. Oui, te connaissant, je sais que tu fais autre chose que gling-gling. Gling-long. Gling-long peut-être. D'ailleurs, question, est-ce que tu as aussi des spectacles purement musicaux ? Non. Non, pas du tout. Toute cette période-là est finie. Faut jamais dire jamais, comme dirait l'autre. D'accord. C'est vrai que l'ambiance de groupe dans lequel j'ai pu jouer est chouette, donc pourquoi pas un jour. Mais est-ce que ça sera en tant qu'artiste professionnel ou tout simplement plus tard aussi, pour le loisir, je sais pas. En tout cas, je suis assez occupé en ce moment avec déjà le conte et la musique. Ouais. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as des nouveaux projets qui commencent à pétiller dans la tête ou sous les doigts, sur le papier ? Alors, il y a un projet qui est pas complètement nouveau, qui s'appelle Baroque, mais presque, qui est un projet qui est remis au goût du jour, on va dire, qui est donc le trio d'Un petit pas pour l'homme. Donc moi, Julie Dessin à la viole de gambe et Bruno Lelevreur au chant. Oui. Mais l'idée, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Un petit pas pour l'homme, il y a aussi une création lumière qui est importante. On a sur scène de la tourbe, il y a une installation qui fait qu'on ne peut jouer que dans les salles équipées. Il nous faut entre 4 et 6 heures d'installation. Donc ça peut être un peu lourd. Et on s'est dit, on a quand même quelque chose d'extrêmement singulier. Le conte et la musique baroque, comme tu disais, ça ne court pas les rues. Et en octobre dernier, on a fait une petite tournée en Bretagne, en version du coup très légère. Juste nous 3, pas de technique, juste des contes et de la musique. Et l'accueil a été tellement chaleureux qu'on a repris conscience de notre singularité et qu'on s'est dit mais ce truc-là, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose. Donc voilà, ça c'est un des projets, on va dire, qui me tient à cœur en ce moment. D'accord. Et puis l'autre projet, ça serait de recréer un spectacle solo. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et que des amis chers comme le Gaobino m'incitent à faire. Et effectivement, il faut que je m'y mette sérieusement. Et en attendant, je vois que tu as amené ta guitare. Ah bon ? Oui, je la vois. Et je me disais, est-ce que ça te dirait de prendre cette guitare et de nous raconter une histoire ? Eh bien, si tu veux, comme c'est demandé gentiment, ça sera avec plaisir. Merci. C'est l'histoire d'une princesse qui ne parle ni ne rit jamais. Fille unique du roi et de la reine. Ses parents ont pourtant tout essayé. Petite,
Ils ont fait venir le médecin du palais. Rien n'y a fait. Elle ne parle ni ne rit. Jamais. Et en grandissant, ils sont tentés sur le bizarre, rebouteux, magiciens, sorcières, malgré toutes les potions. Rien n'y a fait. La princesse d'Énide ne parle ni ne rit jamais. Mais un soir, après une réunion avec ses chefs de guerre, le bras droit du roi lui a dit « Sire, peut-être que votre fille souffre d'un mal finalement assez commun, qu'on appelle l'amour. Si vous mariez votre fille, peut-être qu'elle pourra guérir, et si elle ne guérit pas, ce ne sera plus votre problème, mais bien celui du mari. » Le soir venu, le roi en parle à sa femme la reine. Et il décide d'organiser 3 jours de fête au palais. Pendant ces 3 jours, tous les prétendants du royaume pourront venir tenter leur chance pour faire parler ou pour faire rire la princesse. Et vous l'avez compris, celui qui arrivera pourra se marier avec elle. Et pour annoncer cette grande parole, le roi et la reine ont envoyé 500 cavaliers partout dans leur royaume. Ce jour-là, la princesse d'Énide est dans le jardin du palais, seule, comme d'habitude. Enfin seule, elle a à sa gauche un petit chat blanc. Un peu plus loin, 2 carpes qui lui disent bonjour. Dans l'arbre un petit peu plus loin, un oiseau qu'elle aime tant. La lumière du soleil, le vent et le ciel. Mais ce jour-là, elle entend les 500 cavaliers partir. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Des sabots sur le sol. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La poussière dans le ciel. Et les 500 cavaliers, vêtus de rouge vif, vont dans chaque recoin du royaume pour annoncer la grande nouvelle. 3 jours de fête, 3 jours où les prétendants pourront venir tenter leur chance. Celui qui arrivera à faire parler ou à faire rire la princesse d'Énide pourra se marier avec elle. Lorsque la nouvelle fut annoncée, les 500 cavaliers sont rentrés au château. Et ce soir-là, la princesse d'Énide, toujours dans son jardin, a entendu les sabots de tous ces chevaux qui sont rentrés de leur mission. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, les sabots sur le sol. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, la poussière dans le ciel. Dans son jardin, ce soir-là, la princesse d'Énide a poussé un grand soupir. Elle s'est dit, tout ça, ça commence demain. 3 jours, ça va être long. Et effectivement, le lendemain, tous les habitants triés sur le volet sont arrivés dans la salle du trône. Décorés pour l'occasion, tous attendaient l'arrivée du roi et de la reine. Ils sont arrivés dans la salle du trône, ont salué la foule dignement, se sont assis sur leur trône. Et ensuite, la princesse d'Énide est arrivée, traînant les pieds, s'est affalée sur son trône, a tourné la tête, a regardé la petite fenêtre qui donnait sur le ciel et s'est dit « 3 jours, ça va être long ». Mais la foule en délire n'attendait qu'une seule chose, que le premier prétendant arrive. D'abord ce fut un cavalier, avec courage il est monté, en équilibre sur son cheval, c'était drôlement original. Et là,
toute la foule qui assistait à la scène a fait un grand « Waouh !» Mais à un moment, il a glissé. Et sur la tête, il est tombé. Il est venu. Il a déçu. Ensuite, un prince s'est avancé. Tout son pouvoir, il a montré. Tenant fièrement au bout d'une laisse un lion féroce, crinière épaisse. Là encore, vous imaginez bien que la foule qui assistait à cette scène a fait un grand « Waouh !» Mais les voyages, ça donne faim. En une bouchée, il n'y avait plus rien. Le prince venu s'est fait bouffer tout cru. Et comme ça, pendant 3 jours, ça s'est passé. Tous les prétendants sont passés. Tour de magie et coup d'épée. Même un fakir plein de maladresse est reparti des clous au... J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais aucune de ces prouesses n'a fait parler la belle princesse. Le roi déçu, il n'y croit plus. Le roi déçu, il n'y croit plus. Mais alors qu'au 3e jour, on allait fermer les 2 grandes portes en bois de la salle du trône, on a vu un pied dépasser des 2 portes. Un jeune homme rentrait. C'était un jeune homme tout crasseux, une sorte de bon à rien, un paysan, un vagabond, mais qui avait un large sourire sur son visage. Ce que ne savait ni le roi ni la reine, c'est que ce garçon était parti de l'autre côté du royaume il y a 3 jours. Lui, c'est un paysan, un vagabond, un moins que rien, mais il a toujours un sourire scotché sur son visage et ça, pour trouver du travail, ça marche bien. Alors il travaille de ferme en ferme, de village en village. Et il a entendu le cavalier de rouge vêtu annoncer la grande nouvelle, les 3 jours, au château. La princesse, le mariage. Et il s'est dit, pourquoi pas moi? Ça tombait bien, il avait fini son travail au champ, alors il est parti. Il a marché pendant 3 jours et 3 nuits. Et le 3e jour, il est arrivé devant le palais. Mais avant d'entrer dans le palais, il a vu une vieille femme qui était là, affalée par terre, comme si elle venait de tomber. Alors il s'est approché, son sourire scotché au visage, puis il l'a aidé à se relever. Mais là, en touchant les mains de la vieille femme, il a senti sa peau, ses rides. C'est comme si cette femme avait 1000 ans. Il a aidé à se relever, puis il a vu son regard bleu d'un bleu si profond, si grand, qu'il avait l'impression que le ciel était dans son regard. Puis ses cheveux, qui partaient en bataille comme une sorcière, mais lui, ça lui a fait penser aux ombres des grands arbres centenaires, des grands chênes qu'il avait vus dans son voyage. Une fois relevée, la vieille femme a souri. Elle a regardé le jeune homme, elle a bien vu qu'il n'était pas du coin. Alors elle lui a demandé ce qu'il faisait ici. Lui, il a tout raconté. Le cavalier, la princesse d'Énide, le mariage. Mais il a dit qu'il faisait surtout ça pour le voyage, parce qu'il se doutait bien que si la princesse d'Énide ne parlait pas, elle était tout simplement muette. La vieille femme s'est mise à rire, mais muette. Mais que racontes-tu, imbécile? La princesse d'Énide? Pas du tout. Et la vieille femme a raconté au jeune homme que cette princesse-là a eu plusieurs vies. La première fois qu'elle est née dans le corps d'une buse femelle. Et alors qu'elle volait tout là-haut dans le ciel, la flèche d'un prince a traversé son cœur. Elle est tombée raide morte. Alors elle est née une seconde fois, dans le corps d'une perdrix femelle. Tu sais, Céline, c'est ces gros oiseaux qui ne marchent plus qu'ils ne volent. Je vois. Et là, elle avait trouvé refuge au milieu d'un champ de blé. Mais chez les hommes, c'était des temps de guerre. Et ils ont mis le feu au champ, et elle est morte dans les flammes. Alors elle est née une 3e fois dans le corps d'une hirondelle femelle. Elle avait fait son nid près d'une vieille grange abandonnée. Puis un jour, des enfants sont arrivés, ils ont voulu jouer. Des enfants un peu turbulents, et ils ont commencé à jeter des pierres sur le nid. Et elle est morte.
Alors elle est née une 4e fois dans le corps de la princesse d'Énide. Et c'est pour ça qu'elle préfère rester seule dans son jardin en compagnie d'un chat, des carpes, du vent, du soleil, des oiseaux, plutôt que de parler ou de rire avec ses semblables humains. Et ensuite, la vieille femme a posé sa vieille main sur la joue du jeune homme. Elle l'a regardé dans les yeux, puis il a dit « Mais toi, tu devrais savoir tout ça. » Et à cet instant, le jeune homme, il a senti comme un grand frisson qui a traversé toute son échine. Il a fermé les yeux et il a vu des images. Il a entendu la vieille femme lui susurrer. Entends chanter le vent et l'eau. Entends chanter le feu et la terre. Leur voix éveille en toi les échos du passé. Et là, le garçon, il a vu dans sa tête des images, comme des souvenirs d'autres vies qu'il avait oubliées. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, la jeune femme, la vieille femme, avait disparu. Il s'est rendu compte que le soleil était déjà bas dans le ciel et qu'il allait louper le 3e jour. Alors il s'est empressé de rentrer dans la salle du trône. Et là, devant toute la foule, il s'est avancé avec ses pieds crasseux, ses habits en loques. Il a salué le roi, la reine, et il s'est présenté devant la princesse d'Énide. Elle, toujours le regard fixé sur la petite fenêtre qui donnait sur le ciel. Mais son sourire scotché au visage, le jeune homme a regardé la princesse et lui a dit « Toi qui ne daignes même pas lever les yeux quand je te parle, je suis content de te retrouver. » Et à cet instant, toute la foule a bien vu le sourcil droit de la princesse d'Énide se relever comme intrigué. Le jeune garçon a continué. « Oui, tu sais, princesse, la première fois que je suis né dans le corps d'une buse mâle. Et alors que je tournoyais tout là-haut dans le ciel avec ma buse femelle, une flèche a transpercé son cœur. Elle est tombée raide morte et je suis mort de chagrin par la suite. Alors je suis né une seconde fois dans le corps d'une perdrix mâle. Nous avions fait notre nid caché au milieu des blés d'un grand champ. Mais les hommes ont mis le feu à ce champ et nous avons péri tous les deux dans ces mêmes flammes. Alors je suis né une 3e fois, dans le corps d'une hirondelle mâle. Là, j'étais parti chercher à manger, parce que mon hirondelle femelle gardait les œufs bien au chaud. J'ai entendu des rires d'enfants, puis des cris. Et quand je suis arrivé, j'ai vu les œufs brisés par terre, et mon hirondelle à côté morte. Alors j'ai foncé sur les enfants, mais que peut une petite hirondelle face à la force des humains? Rien. Alors je suis né une 4e fois dans le corps du jeune homme que tu vois aujourd'hui devant toi. Mais contrairement à toi, princesse d'Énide, a dit le jeune homme, toujours son sourire scotché au visage, dans ce corps d'humain, mais moi j'ai décidé d'être heureux. Et là, on a vu la princesse d'Énide détacher son regard de la petite fenêtre qui donnait sur le ciel, croiser le regard du jeune homme, et soudain, la princesse d'Énide a eu un grand sourire qui illuminait son visage. Sans un mot, elle s'est levée, elle a pris la main du jeune homme, et on les a vus disparaître tous les deux dans les grands couloirs du palais. Bon, je vous fais pas un dessin, vous connaissez la suite et la fin de cette histoire, évidemment. Elle lui a parlé, ils ont ri ensemble, et puis ils se sont mariés.
s'endorment en tristesse et tous les chiens aboient pendant que les souvenirs disparaissent. Est-ce que les chansons brûlent quand le théâtre passe au feu, ou si elles restent dans leur bulle? Je pense à tous ceux qui savent faire face au vent. Je pense à toutes celles qui se relèvent tout le temps, tout le temps. Même quand on dort à point fermé, il y a des au revoir qui sonnent comme des adieux et qui nous replongent dans le noir. Je pense à tous ceux qui savent faire face au vent. Je pense à toutes celles qui se relèvent tout le temps. Je pense à tous ceux qui savent faire face au vent. Je pense à toutes celles qui se relèvent tout le temps, tout le temps. Alors, merci de m'avoir écouté, les amis. Alors, dis-moi, Laurent, qu'est-ce que nous écoutions pour terminer cette belle histoire ? Nous écoutions la magnifique voix de Louis-Jean Cormier, qui est un chanteur, guitariste, compositeur outre-Atlantique, donc du Québec, que j'aime beaucoup. Et il a normalement des versions un peu plus électriques que ça, mais il était venu en France pendant le Covid, je crois. Et du coup, il nous avait fait on avait eu la chance d'avoir cette version très acoustique que j'apprécie tout particulièrement. Voilà. Eh bien, merci pour cette découverte. À présent, il est temps de vous annoncer les prochains événements. À vos agendas. Pour la Fabrique des Échos, eh bien, le dimanche 19 avril, il y aura à nouveau le stage des apprentis du conte. Alors, si vous avez envie d'approfondir ou de découvrir la pratique du conte, vous pouvez nous contacter via le site fabriquedeséchos.fr. Et puis, avec le printemps, se réveillent les oiseaux et le festival Juste Éclos. Ça démarre samedi 25 avril à 18h30 pour la présentation des spectacles programmés. Il y en a 5 cette année, et le vernissage de l'exposition de Marie Janot qui s'appelle Papier. Toutes les infos et les réservations sur le site Hello Asso, sur Facebook et Instagram. Il vous suffit de chercher Juste Éclos. Et toi, Laurent, aurais-tu des choses à nous annoncer ? Eh bien, avec plaisir. Alors plutôt, j'imagine, des choses dans le coin. Plutôt dans le coin et plutôt prochainement. Alors, prochainement, qu'est-ce que je peux vous dire de beau ? Eh bien, écoutez, j'ai une petite tournée justement avec le trio Baroque mais presque. On initie une première expérience chez l'habitant. Alors, ça se passe un peu plus au nord de la Vendée, c'est-à-dire du côté de Nantes, d'Angers. Ça sera les 26, 27, 28 et 29 mars. Vous retrouvez le programme, si j'arrive à me dépatouiller de mon site internet qui bloque en ce moment, mais voilà, sur mon site. Et sinon, ça sera, je peux vous donner en tout cas le 28 et le 29, ça sera à Trente-Mous. Je crois qu'il reste un peu de place sur le 29, mais sinon tout le reste est quasiment plein. Voilà, on a cette chance-là.
Ensuite, si vous voulez aller du côté de Challans, je serai le 10 avril au Théâtre du Marais. On fait 3 représentations, 2 scolaires et une familiale avec 10 profs de la Maison des Arts du Conservatoire. Donc toujours conte et musique, tu vois, ça tombe bien. Et c'est autour du Carnaval des animaux. C'est chouette. Ouais, c'est très chouette. On a fait déjà une représentation lors de ma région virtuose et on a eu super retour. Donc voilà, précipitez-vous. Donc c'est le vendredi 10 avril au Théâtre du Marais à Challans. Et peut-être une dernière, je peux ? Allez, allons un tout petit peu plus loin. Nous allons carrément aller en juin. J'ai des choses avant, mais il y a des choses qui sont en train de changer dans l'agenda. Mais peut-être annoncer, puisque tu es là, Céline, que nous avons la chance tout à fait de raconter ensemble le dimanche 7 juin. Pour la fameuse journée au jardin, la fête des jardins. Et ce sera au musée Clémenceau. Clémenceau de Lattre, voilà, Clémenceau de sur Lattre. Ce qu'il appelle le rendez-vous au jardin. Donc, ça sera le dimanche 7 juin et ça sera de 16h à 17h. Et voilà. Merci. J'ai un peu de temps. Notre mot de fin est printemps. Voici un texte où Adrien Lanier raconte ses premiers émois de jardinier au printemps dans son très beau livre édité chez Tana Éditions, Le Jardin des Utopies. Et c'est quelque chose de voir germer une graine. Je crois n'avoir jamais croisé un seul jardinier qui n'ait pas été ébloui par ce spectacle, jusqu'à invoquer, et quel qu'en soit le caractère, son âme d'enfant. C'est quelque chose de voir éclore la vie, de la regarder sortir du néant pour s'épanouir. Toute cette énergie en dormance contenue dans le mystère que renferment quelques minuscules petites graines. J'ai découvert que passer du temps au jardin me permettait de me réapproprier mon propre temps. J'ai découvert qu'agir redonne de l'espoir et que rien n'est pire que d'endurer passivement le ballottement de vagues de notre quotidien. J'ai contemplé comme ça toute une saison et le cœur allégé, la vie de mon jardin se déployer. Une saison entière à planter et à me planter. Elle chevauche sans peine les licornes et les poèmes. Pas de sombre destin, à peine quelques chagrins. Posée la rayonnante, elle n'a pas d'âge si élégante. Quelques rides au coin des yeux, la nature fait ce qu'elle veut. Elle sourit à la vie, tandis que d'autres l'oublient. Posez-la sur le temps, la beauté sur un banc, la beauté sur un banc. Regardez mes amis, on pourrait croire qu'elle s'ennuie. À vrai dire, elle ne fait rien, mais elle le fait si bien. Ni stress, ni insomnie, elle ne court pas après la vie. Elle la regarde dans les yeux, tout autour n'est qu'un jeu. Elle sourit à la vie, tandis que d'autres l'oublient. Posez-la sur le temps, la beauté sur un banc, la beauté sur un banc. Elle sourit à la vie, tandis que d'autres l'oublient. Posez-la sur le temps, la beauté sur un banc, la beauté sur un banc. Pour finir, nous écoutions La beauté sur un banc du groupe Marilus, inclus dans l'album Dame Sœur. Merci Laurent d'avoir passé cette émission avec nous. Merci Céline. Et chers auditorices, je vous retrouve à la fin du mois prochain avec Pierre Desvignes, que tu connais bien Laurent. Oui, tout à fait. Nous nous glisserons dans son univers éclectique, poétique, ludique, humoristique et excentrique. Et en attendant, je vous dis merci pour vos oreilles, merci pour votre écoute.